Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands défis et tout petits. Je suis ravie de vous retrouver dans le portrait de Fanny Vella. On a passé un très bon et long moment à décortiquer les différentes thématiques soulevées par sa BD. On l'appelait Vermicelle, tout juste sortie. Fanny, c'est une jeune maman, autrice et illustratrice, très engagée et qui porte haut ses valeurs qui lui sont chères. On a discuté des sources de sa dernière BD, de la nécessité de ne pas chercher à être un parent parfait, des bienfaits d'une thérapie. Mais aussi, et sur un plan plus personnel, on a évoqué son rapport avec ses parents et son frère. Alors elle ne dévoile pas les prochaines créations, mais il y a du travail au chaud qui ne demande qu'à être publié. C'est un épisode quasiment intégral que je vous livre, alors n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs parties. Bonne écoute. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir dans mon podcast. Vraiment, ça fait un petit moment que je te suis, que je suis vraiment fan de tout ce que tu fais, tu dénonces, t'as la manière dont tu es engagée, vraiment, j'adore. Et j'ai acheté tardivement quand même la BD Et si on changeait d'angle. J'ai pris l'un des derniers exemplaires et je le laisse traîner un peu partout, un peu comme tout le monde, tu vois, pour créer des petites étincelles chez les gens. Et ça marche. Donc, je suis contente. Et là, Vermicelle, mais c'est... waouh, on va en parler longuement, mais j'ai été... tu vois, je relisais quelques passages et je ressentais encore des palpitations, du stress. C'est Ouais, vraiment... je comprends. Elle me met aussi dans cet état-là, cette BD. Ouais, Je sais pas pourquoi, elle provoque un truc à la lecture qui est un peu lourd parfois. Et je sais pas, ça provoque des émotions en tout cas. ouais. Mais pas des émotions légères, quoi. Elles sont fortes, je trouve. Et pour te dire, mon mec, quand il l'a lu, il l'a fini, il avait une petite larme. Oh, ok. Bon, bah, désolée pour les larmes, mais ça me fait plaisir de savoir Non, que mais des hommes c'est... la lisent et que ça Ah ouais, provoque ouais, quelque chose chez eux aussi. il l'aurait pas acheté par lui-même, je pense qu'il l'aurait jamais vu. Mais du coup, je l'ai incité et je crois que sa larme aussi, ça m'a fait plaisir. Oh, bah oui, je comprends. Ouais. Bon, bah, écoute, je te propose de commencer dans le vif du sujet. J'ai énormément de questions Oui, trop bien. sur tout ça. Comment tu as écrit ça? Enfin voilà, comment tu as eu cette idée? Je sais pas trop par où commencer du coup. Je te propose peut-être de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Voilà, ta famille, tes enfants, ce que tu fais, ce que Ok. tu as déjà sorti comme BD, tout ça. Génial. Bah déjà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette invitation. Ça me fait trop plaisir. Surtout que pour venir parler plus de mon travail et des livres que j'ai faits, c'est pas un truc que je fais hyper souvent. On m'interroge plus souvent sur mes valeurs dans l'éducation et tout ça. Et du coup, je suis contente de partir sur quelque chose d'un peu différent, même si on y reviendra fatalement, parce que de toute façon, tout dans mon Tout travail y est lié. ramène à chaque fois, c'est ça. Alors, qui je suis? Donc, je suis Fanny Vella. Je suis autrice et illustratrice de bande dessinée depuis plusieurs années. Donc, j'ai commencé en fait le métier de l'illustration il y a 4 ans et demi avec la naissance de ma première fille. Et à l'époque, je prenais vraiment juste des petites commandes comme ça sans trop savoir où est-ce que ça me mènerait. Et au fur et à mesure, j'ai voulu écrire mes propres histoires pour mettre en scène des thématiques un peu fortes qui me tenaient à cœur, notamment les violences, tout ce qui est violence intrafamiliale, donc les violences éducatives ordinaires ou les violences conjugales, en rendant compte que finalement, un sujet ramenait à l'autre et tout ça, qu'il y avait toujours un petit lien. Et je suis devenue maman une deuxième fois cet été, donc j'ai un petit garçon qui a presque 3 mois. Et pendant la grossesse, pendant toute cette grossesse, j'ai aussi écrit et illustré une troisième BD qui s'appelle On l'appelait Vermicelle et qui arrive après
Et si on changeait d'angle et Le Seuil qui sont sortis toutes les deux en 2020. Donc voilà, c'est ma troisième en l'espace d'un peu moins de 2 ans. Et c'est que du bonheur. C'est beaucoup de fatigue. On se promet à soi-même qu'on n'en refera plus jamais à la fin. Et dès qu'on a terminé, on se dit, allez vite, un nouveau sujet, là, il faut que je me remette en jambes. C'est un peu addictif, ces BD-là. C'est vrai que Le Seuil, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Est-ce que tu peux me dire, me résumer en quelques phrases ce que c'est? Bien sûr. Alors, résumer pour moi, c'est des choses très difficiles. Je ne sais pas synthétiser, mais je vais essayer. C'est un exercice pour moi-même. Alors, Le Seuil, c'est une BD qui parle de Camille, qui est en couple avec Jonathan. Et en fait, on la suit au moment où elle a pris conscience qu'elle était dans une relation toxique et violente et sur comment elle accepte les mains qui lui sont tendues pour se sortir, en fait, de cette relation. Donc, en fait, c'est tout le passage sur le seuil, en fait, de cette relation et comment on traverse ce seuil-là. Et j'ai voulu consacrer une BD entière à cette thématique-là, enfin à ce moment du départ, parce que souvent dans les films, dans les livres, on décrit le début de la relation, la prise de conscience, et souvent c'est dans les 10 dernières pages ou les 10 dernières minutes du film, c'est ah bah finalement la victime part et puis ah bah tout va bien, tout ça, ou malheureusement elle s'en sort pas. Et moi j'avais vraiment envie de montrer que tout ce passage-là, ce passage à l'acte de la sortie, en fait, pour s'extraire à cette relation, et ben en fait, il nécessite une BD de 120 pages parce que c'est compliqué et que ça se fait pas en un tour de main, juste en prenant conscience. Et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de parler à un public peut-être plus jeune parce que les personnages de cette BD sont des personnages jeunes, c'est-à-dire que c'est des tout jeunes étudiants et que pour moi, c'était peut-être le public un peu oublié de cette thématique des violences conjugales parce que souvent, on l'amène dans le cadre d'une relation voilà, où il y a déjà des enfants, où il y a des biens communs, une maison, une dépendance financière et tout ça. Et là, pour moi, c'est important que des jeunes puissent aussi avoir des personnages auxquels s'identifier pour pouvoir aussi identifier la violence dans leur relation, s'il y en a, ou la violence dans la relation de personnes qu'ils connaissent. Voilà, pour pas nier non plus que quel que soit l'âge à laquelle on vit cette violence conjugale, elle est grave et pour aller plus loin, elle est pas nécessairement conjugale, elle peut être amicale, elle peut être professionnelle, elle peut être familiale. Elle est importante à identifier et elle a des séquelles lourdes, même quand on est très jeune et d'ailleurs peut-être plus lourde encore parce que c'est au moment où on construit l'adulte qu'on est en train de devenir. On pose ses fondations, ouais. Et complètement. Complètement, ouais. C'est vrai que on n'en parle pas trop, ouais, dans l'adolescence et j'imagine qu'il doit y en avoir à tous âges. Écoute, si elle est encore en impression, je vais me la procurer, je vais la lire, tu m'as donné envie. Ensuite, donc avec Et si on changeait d'angle, tu t'es focalisé sur les VO, donner des alternatives qui sont vraiment super et surtout de se les approprier avec une illustration rapportée, chaque situation rapportée avec des adultes. Donc, c'était vraiment très pertinent avec et aussi à la fin une petite histoire j'ai trouvé la transposition superbe aussi. Enfin, tu me complètes si j'oublie des choses. Non, pas du tout. Et enfin, il y a, on l'appelait Vermicelle sur une petite fille. On suit quasiment toute son enfance jusqu'à ce que je voulais pas dévoiler la fin, mais bon, en même temps, les auditeuristes qui vont nous écouter, si vous n'avez pas lu Vermicelle, ça va être compliqué. Donc, si vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez pas être spoilé, passez votre chemin, revenez mettez après. pause. Mais là, je pense qu'on va décortiquer en long et en large. Donc ouais, jusqu'à la grossesse de la petite héroïne. Donc ça. Alors, première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu te nourris de tes propres expériences pour faire sortir toutes tes BD? Est-ce qu'il y a un peu de toi, un peu de Fanny en Vermicelle, il n'y avait pas de prénom, je crois, l'héroïne à la fin de Et si on changeait d'angle? Alors, elle s'appelle Lynn. Alors, non, du coup, pour l'héroïne de la BD de la fin de Et si on changeait d'angle, c'est une fiction, mais
totalement fictive. Ouais. C'est vraiment du purement inventé parce qu'en fait, mon héroïne, en plus, elle est chinoise Oui. et donc je ramène en plus de l'adultisme donc qui traverse toutes les pages de Et si on changeait d'angle, je ramène dans cette BD-là en plus des notions de sexisme. Donc le fait que ça soit une femme, il y a aussi des certaines injonctions qui sont amenées, du coup, qui passent moyennement parce que c'est aussi une adulte et qui passe plus facilement quand c'est une enfant. Et en plus, il y a des questions de racisme ordinaire aussi. Je sais que aujourd'hui, je sais plus comment le formuler ce truc. Il n'y a pas de racisme ordinaire. Tout racisme n'est absolument pas ordinaire et n'est absolument pas à banaliser. Mais en tout cas, il y a ces notions-là aussi. Et donc pour ça, il a fallu que je m'inspire plutôt de témoignages ou de choses que j'avais pu entendre de personnes dans mon entourage qui connaissent ce racisme-là. Et donc, pour le coup, ce personnage-là n'est pas du tout... j'ai du mal à m'identifier, sauf pour les injonctions qui sont vraiment purement liées à son sexe et à l'âge, en fait. Par contre, effectivement, pour l'instant, tous mes personnages de tous les livres que j'ai pu écrire, genre dire que j'en ai écrit 50, mais pas du tout. Mais en tout cas, c'est Déjà vraiment... bien. Oui, mais en tout cas, oui, c'est vraiment basé sur mon expérience, compte tenu que j'essaie toujours que ce soit basé sur une expérience que j'ai digérée. Il n'est pas du tout question dans aucun de mes livres de règlement de compte et tout est toujours romancé. Le personnage de Camille dans Le Seuil, je me suis inspirée. Bon, c'est pas un secret, moi j'ai connu en fait la violence dans un couple. C'est une relation qui a duré 3 ans et très 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 longtemps après, j'ai écrit l'histoire de Le Seuil et je me suis inspirée des réactions que moi j'avais ou des réactions que mon ex-conjoint avait pour inspirer les personnages et leur donner plus de véracité, plus de crédibilité parce que c'était des vraies réactions de la vraie vie, des vraies phrases de la vraie vie. Et puis dans On l'appelait Vermicelle, effectivement, c'est complètement basé aussi sur la petite fille que j'ai été, l'adolescente que j'ai été. Pareil, c'est aussi romancé, mais par contre, les faits sont des choses qui se sont passées dans ma vie. Les réactions sont des réactions que j'ai pu avoir et les réactions que j'ai pu recevoir. Toujours dans le but d'apporter le plus de crédibilité au personnage, que ça soit plus facile de s'identifier. Moi, je pars du principe que si j'ai vécu quelque chose, je dois pas être la seule à l'avoir vécu et à l'avoir ressenti comme ça. Je sais que moi, ça me fait beaucoup de bien de lire dans les ouvrages des choses dans lesquelles j'arrive à m'identifier en me disant ah punaise, t'es pas folle en fait. D'autres gens vivent ça aussi et d'autres gens. Ouais. Donc pour moi, je pars de ce principe-là. Si je l'ai vécu, si je l'ai ressenti, d'autres gens vont peut-être l'avoir vécu, l'avoir ressenti. Ça leur fera peut-être du bien. Mais par contre, je mets un point d'honneur à ne pas traiter ça à un moment où je ressens encore de la colère ou de l'animosité parce que c'est, enfin, en tout cas, je trouverais pas ça sain pour moi Ouais. d'écrire dans ces conditions-là. En plus, ça brasserait beaucoup trop d'émotions. Et pour rappel, pendant Vermicelle, j'étais un peu enceinte quand même, Oui, aussi. sachant que je l'ai rendu 3 semaines avant d'accoucher. Voilà, genre vraiment du début à la fin de cette grossesse. Et c'était pas question de le faire dans une grosse souffrance non plus, quoi. Oui. Bah, on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance quoi, envers, même si au milieu, on peut en vouloir à la mère pour quelque chose ou au père de Vermicelle pour quelque chose. En fait, ils sont juste humains. On se dit, ben, on peut pas leur en vouloir. Chacun fait du mieux qu'il peut. Donc, ouais, on sent vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance dans cette BD. Et, je voulais venir à cette question. Est-ce que toi, donc tu t'es nourri de tes réactions, de tes émotions, de tes impressions. Est-ce que tu as fait d'autres recherches? Parce que j'ai trouvé qu'à certains points, c'était vraiment très bien amené, très poétique, notamment quand l'histoire du petit doudou qu'elle va poser au fond de l'océan et qu'après et ses parents l'autorisent à aller rechercher. Enfin, est-ce que tu as en plus fait des recherches qui t'ont donné quelques pistes, quelques éléments?
Alors, effectivement, cette histoire de poupée, donc je suis trop contente que tu en parles parce que, en fait, pendant que j'écrivais Vermicelle, donc c'était au moment où l'écriture s'est fait en plusieurs temps parce que d'abord, il y a un temps d'écriture où on crache sur le papier toutes les idées qu'on a, le squelette un petit peu de l'histoire. Et puis après, moi, j'aime bien dire que c'est comme si je posais un gros tas de terre glaise et qu'au fur et à mesure, je venais retailler dedans au cours du travail. Donc, je travaille d'abord sur des planches, je commence un petit peu le travail de storyboard, en fait, où on met en croquis toutes les cases pour savoir comment ça va s'agencer. Et je ne sais pas si on entend, mais il y a mon chéri qui est en train de... Ils sont en train de jouer à la bagarre avec ma fille à côté. Ça fait... J'entends ça un crée petit peu, mais c'est pas très grave. Oui, on vient de terminer un dessin animé et du coup, il s'inspire un petit peu des personnages. Tout va bien, ils vont bien. Ça n'est que du jeu. Bref, et en fait, je viens de retailler dedans pour ajouter des choses. Et pendant que j'étais déjà en train de créer ces planches-là, moi, je pensais que mon scénario était fini, bouclé. Je me suis mis des podcasts qui parlaient de résilience. Parce que je me suis dit, la BD, son fil rouge, c'est un peu la résilience de Vermicelle elle va trouver dans son imagination. Et moi, c'était un truc que je basais sur ma façon de faire à l'époque, mais je voulais un petit peu comprendre en fait le mécanisme de résilience, peut-être ramener quelque chose dans la BD que j'aurais pas su interpréter parce que voilà, je replongeais dans mes souvenirs d'enfance, mais il y a des choses que je faisais ou que je disais et je me rendais pas compte d'où elle pouvait provenir, pourquoi rejaillissait comme ça. Si on spoil, hein, de toute façon, il y a cette question en fait de l'automutilation à un moment donné. J'avais aussi envie de comprendre en fait par quel mécanisme à un moment donné l'adolescence peut nous entraîner à donc s'automutiler, donc ça soit alimentaire ou par la scarification, ce genre de choses. Alors, je tiens à préciser que tout est amené très, très, très subtilement dans la BD. Il n'y a pas des grosses pages avec des Oui, trucs trop violents. C'est-à-dire que même un enfant tomberait dessus, ça se trouve, il ne comprendrait pas parce que tout est très métaphorique et tout ça. oui. Mais la question de la poupée, justement, c'était lors d'une écoute d'un podcast. J'écoutais un podcast sur la résilience et j'ai entendu Muriel Villani qui, du coup, m'a fait l'honneur de post-facer cette BD. Donc, Muriel Villani, qui est une psychologue qui est spécialisée dans la résilience familiale. Donc, ça collait parfaitement à ma BD. Et elle parlait, en fait, à un moment donné, de cette poupée. Elle expliquait qu'en gros, la résilience... alors, je vais très mal l'expliquer, mais en gros, le traumatisme, selon comment on est, peut rejaillir sur notre vie d'une façon différente. C'est-à-dire qu'elle prenait l'exemple d'une poupée, selon si elle était de porcelaine ou de mousse, en fait, l'impact n'est pas le même. Et donc, cette poupée, moi, ça me parlait follement. Je me disais, effectivement, en fait, moi, je me trouvais plutôt faite de mousse, c'est-à-dire amortir les chutes des traumatismes de ma vie, rebondir un peu plus loin, laisser un petit peu de côté des choses, mais en tout cas, pas être brisé en mille morceaux à l'impact de chaque traumatisme. Et je trouve ça intéressant de savoir se connaître à travers ça, parce que moi, je connais des gens qui se brisent au sol ils rencontrent des difficultés, et d'autres gens qui rebondissent encore plus fort que moi parce ils sont vraiment super blindés et tout ça. Et voilà, j'aimais bien cette petite poupée, cette métaphore de la poupée. Et donc, je l'ai ramenée à ma façon après dans la bande dessinée. C'est Vermicelle qui accueille cette poupée dans les bras de ces bulles colorées qu'elle se crée en se disant, bon, ben, ce traumatisme, pour l'instant, personne ne veut bien l'entendre dans ma famille. Moi, je suis trop petite pour le comprendre. Donc, je vais aller le ranger tout au fond de l'océan de ma tête. Et puis, je viendrai le chercher plus tard. Elle lui promet d'ailleurs, elle lui dit un jour, je serai prête et je viendrai te chercher. Et du coup, à la fin de la BD, c'est les parents qui ont même créé un berceau bien douillet pour cette poupée en lui disant, cette poupée qui représente donc le traumatisme de l'agression sexuelle, en disant à leur fille, à Vermicelle, cette fois, on est prêt à l'accueillir. On lui a créé un beau berceau et c'est à l'image de on est prêt à t'entendre, à t'écouter et à prendre au sérieux tout ce que tu auras à nous dire sur cette histoire, quoi. Ouais, c'est très beau. Et du coup, j'ai une question qui me revient. Euh,
je disais tout à l'heure, on peut pas en vouloir ni à la maman qui doit gérer à la fois les problèmes de ses propres parents, la petite sœur, au papa qui travaille beaucoup. Mais n'empêche, ils n'ont pas été disponibles à ce moment-là pour entendre leur fille. Euh, et, euh, et je trouve ça, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais mince, personne n'est parfait. Est-ce que je serais assez à l'écoute pour écouter si jamais et ça arrive quand même? Tu vois, ça m'a fait beaucoup poser des questions sur moi-même, sur la maman que j'étais. Et si on parle aussi de tout ce qui est, de toutes ces humiliations qu'il y a, toutes les violences éducatives ordinaires que tu mets aussi en avant, il y a énormément de choses qu'on peut dire qu'on reproduit aussi par nos parents. Complètement, oui. Il y a énormément de tournures de phrases, tu es jolie, tu es belle et tout ça, qu'on ne se rend pas compte en fait, toutes les conséquences que ça peut avoir. Et là, dans ta BD, tu montres vraiment la conséquence, enfin une des conséquences qu'il peut y avoir. C'est pas forcément automatique et systématique, mais c'est une des conséquences. Et donc, on se pose la question, ben, est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce qu'on doit continuer à dire ça? Ouais, Dans je quelle comprends mesure, tu vois? Et l'ambiguïté, ouais. du coup, on se pose plein de questions on se dit, mais est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ou pas? Alors, la Euh, BD, j'espère qu'elle n'est pas du tout. En tout cas, moi, tous les retours que j'en ai eus, c'était pas du tout. Personne ne se sentit culpabilisé. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'était pas le but. Cette BD, elle parle autant aux parents qu'on est actuellement et encore parce qu'on est quand même dans une petite fille qui grandit dans les années 90. Donc, des parents complètement démunis du nombre d'informations qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Mais elle parlait surtout, cette BD, à l'enfant en nous. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est un truc commun qu'on a, c'est qu'on a tous été éduqués, élevés, peu importe par qui, mais on a tous été enfants, donc cette BD, vraiment, elle peut être lue par n'importe qui, même par des gens qui ne sont pas actuellement parents, parce qu'elle vient parler à l'enfant en nous. Et en fait, il y a cette phrase à la fin de la bande dessinée à laquelle je tiens énormément qui dit « Tout ce qui se conscientise ne se transmet pas ». Et ça, c'est une amie à moi qui m'est très chère, qui est une psychologue, qui m'a dit cette phrase-là un jour. Et pour moi, elle a eu une résonance folle, c'est que on n'est pas on peut pas se prémunir d'être des parents. Enfin, évidemment qu'on ne sera jamais parfait, ni en tant que parent, ni en tant qu'humain tout court. Mais par contre, si on a conscience de l'impact que peuvent avoir certaines phrases, eh ben, je sais qu'on peut toujours tendre à se réajuster. Je suis la première à dire à ma fille tous les jours à quel point je la trouve belle, à quel point je la trouve mignonne et machin. Mais comme je me dis, ah, il faut pas qu'elle existe que par ça, comme déjà, c'est les remarques qu'elle rencontre plutôt systématiquement. Enfin, les gens, ils vont plutôt avoir tendance à souligner son physique plus que ses capacités sportives ou intellectuelles et tout ça. Et ça, c'est un peu un phénomène assez commun, hein. Je sais que maintenant, j'ai aussi un petit garçon, donc j'arrive vraiment à voir un petit peu les remarques qui étaient faites à ma fille et celles qui sont faites à mon fils, c'est-à-dire qu'il était même pas né, que les coups qu'il donnait dans mon ventre, c'était vraiment des coups dignes d'un futur rugbyman, alors que ma fille, on m'a jamais dit que ses coups, genre, prédisaient qu'elle serait d'une grande force ou ce genre de choses. mm, Donc, le seul truc, c'est que je me dis, avoir conscience de ça, ça nous permet de nous réajuster. Donc, moi, ma fille, quand je lui dis qu'elle est belle, tout de suite, je lui dis, mais t'es aussi super drôle et aussi très intelligente. Enfin, je trouve que, évidemment, que, il y a des réflexes comme ça qui viennent et puis c'est OK, qui je veux resteront, dire, ouais. qui resteront de la même façon que s'énerver quand on est à bout de la fin d'une journée, c'est OK. On peut expliquer après pourquoi on est à bout, pourquoi on est fatigué, pourquoi on n'a pas de patience. Mm. Et on demande absolument pas à des parents de s'ajuster d'une façon qu'ils peuvent plus rien laisser transparaître de leurs propres émotions ou de leur propre bagage éducatif. Et vraiment, pour moi, l'intérêt de Vermicelle, outre être divertissant et peut-être permettre une petite introspection, c'est aussi mettre entre les mains des gens qui voudront bien la lire la possibilité de prendre conscience de l'impact de certaines phrases pour pouvoir se réajuster après. Mm. Parce que moi, j'ai compris très tard à quel point les injonctions faites sur mon physique quand j'étais toute petite avaient joué un rôle mais déterminant sur
plus tard, ma façon de me comporter avec les garçons, le regard que j'ai porté sur moi-même, et ensuite toutes les modifications qui sont venues liées à, je sais pas, une prise de poids, à l'âge, ce genre de choses, et pourquoi elles avaient été vécues de cette façon aussi dramatique, parce que sur moi étaient beaucoup trop posées ces attentes de physique, cette vermicelle, on le voit à un moment donné, elle a ce Oui. truc où personne ne remarque ses capacités parce que tout le monde est trop préoccupé à dire à quel point elle est mignonne. Donc, personne ne remarque qu'elle sait faire du vélo sans petit trou, qu'elle est hyper créative et tout ça. Et elle Sur finit par l'écriture enfiler aussi. sur l'écriture, la lecture et tout ça. Et elle finit par enfiler un masque de carnaval pour qu'on on arrête de regarder son visage et qu'on regarde enfin ce qu'elle est en train de faire. Et voilà, pour moi, c'était un peu ce sentiment-là. Bon, je me suis un peu écartée de la question, mais Mais le oui, oui, sentiment est là, tu vois. c'est exactement ça que où je voulais en venir, c'est apporter cette nuance, en fait, qui est... la conclusion n'est pas de faut arrêter les t'es belle, faut arrêter les choses. Si on le pense, on a le droit de le dire. Bien Mais sûr. par contre, ouais, cette nuance pour dire que il y a pas que ça. Il y a aussi des caractéristiques plus profondes qui mériteraient aussi d'être encouragées et complimentées. Donc c'est exactement ça là-dessus que je voulais mettre le point. Et du coup, tu disais que toi, tu en as pris conscience. Comment tu en as pris conscience de justement pas t'arrêter à ça? Est-ce que tu as eu un suivi psychologique comme Vermicelle à ta grossesse, ou est-ce que tu as eu une prise de conscience autrement? Alors, je pense que j'ai vraiment un lien d'attache très, très, très important à la thérapie j'ai suivie après ma grossesse, ma première grossesse. Parce que j'ai terminé Vermicelle sur ce moment où Vermicelle rentre en thérapie. Et j'ai terminé Le Seuil aussi avec mon personnage qui fait une thérapie. Je dis pas que c'est la solution parce que y a beaucoup de gens qui ne trouveront pas comment dire, leur résilience à travers ça, ni leur sauvetage. Je ne sais pas comment formuler ce truc-là. C'est vraiment propre à moi. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Et à la base, initialement, je l'ai fait pour ma fille, vraiment dans ce but de ne pas raccrocher les boulets que je m'étais traînés au pied pour pas les lui accrocher au sien. Donc, en fait, j'avais fait vraiment cette thérapie dans le but, bonjour, j'aimerais que vous vous aidiez ma fille. Et donc là, j'ai rencontré quelqu'un de génial qui m'a dit, alors non, on va plutôt vous aider vous, parce que du coup, je pense que c'est le principal sujet. Et ça a été un peu le moment de me regarder vraiment parce que je vivais vraiment qu'à travers le regard des autres. Justement, ces injonctions qui avaient été faites sur moi, à la fois sur des critères physiques, mais aussi sur des critères comment dire, de comportement. C'est-à-dire que souvent, on mettait en avant le fait que j'étais quelqu'un qui était, je sais pas, trop dévoué aux autres, qui était trop gentil ou Trop qui... sacrificielle. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pensais que c'était moi ça. Parce qu'en fait, on me l'avait dit. Donc, Mm. je me disais, bah, du coup, si je m'écarte de ce truc-là, les gens vont se dire, oh là là, n'importe quoi, redeviens toi-même, enfin. Et donc, ouais, à ce moment-là, j'ai appris à me regarder, à me sonder, à me dire, ah, mais en fait, je suis pas que ça. Et oui, moi, cette thérapie, elle a été vraiment hyper importante. Et ça a été un peu violent aussi parce que moi, je suis rentrée dans cette thérapie comme une boulimique, c'est-à-dire quand j'ai ouvert, enfin, commencé à tirer ce fil-là de compréhension de ce que j'étais et de l'impact de ce que j'avais pu vivre sur moi. J'ai eu envie de tirer ça à toute vitesse pour vite dérouler tout le fil, savoir d'où ça venait. Et notamment, ben, je parlais tout à l'heure d'une relation amoureuse qui avait été vraiment dévastatrice, et ben du coup j'avais besoin de comprendre comment moi qui me trouvais plutôt forte psychologiquement, plutôt alerte sur des signes de malsains, ce genre de choses, comment moi j'avais réussi à me faire prendre au piège, comment je m'étais retrouvée dans la position des gens qu'on regarde en se disant mais pourquoi elle reste, pourquoi, enfin je comprends pas là, tout est Oui. au rouge, pourquoi elle reste. Et ça, j'avais besoin de le comprendre. Et donc là, on se replonge d'abord au début de la relation, puis on revient un peu plus loin sur l'adolescence, puis après l'enfance, et puis du coup, se pose plein de questions. Et ça m'a fascinée. Et je me suis dit,
waouh, c'est incroyable. On minimise beaucoup, beaucoup, beaucoup l'impact de ce qui se passe dans l'enfance sur l'adulte qu'on devient plus tard. Et c'est devenu un peu mon fer de lance dans tout ce que je voulais communiquer à travers mes dessins. C'était, les gars, c'est hyper important ce qu'on est en train de faire sur nos enfants actuellement. Je vous jure, ça a vraiment une vraie importance sur l'adulte qu'ils vont devenir plus tard, quoi. Ouais, et donc c'est devenu ta bataille maintenant. Tu veux inciter les gens à faire attention à leurs paroles, les parents en tout cas, à faire attention aux paroles qu'ils ont sur leurs enfants. Et Et apprendre, mais pour eux-mêmes aussi, hein. Moi, j'ai toujours ouais, dit, l'éducation bienveillante, elle a été bienveillante pour mes enfants, mais elle a été bienveillante pour moi, mais d'une façon qui dépasse tout. Enfin, ouais. on croit vraiment que c'est hyper sacrificiel, cette notion de parentalité bienveillante, où bah, en fait, du coup, c'est s'oublier au profit de l'enfant, c'est répondre à toutes les demandes de l'enfant pour ne surtout créer aucune frustration. Moi, j'ai surtout appris que moi aussi, je ne devais pas souffrir de trop de frustration. Je prenais soin de ma fille, mais alors, ben, en Mm, échange, j'attendais de prendre soin de moi aussi. Pas que elle prenne soin de moi, c'est pas le rôle d'un enfant de prendre soin de ses parents, mais que moi-même, je sache prendre soin de moi et de la même façon que j'entends son non par rapport à des choses que je lui demande qui ne sont pas nécessaires, dont on pourra se passer. J'attends qu'elle entende bien fort le mien aussi quand j'ai pas du tout envie de faire quelque chose. mm. Et tout doit se jouer dans les deux sens. C'est vraiment mon travail, s'il doit inciter à quelque chose, c'est inciter les parents à prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. C'est toujours cet exemple, tu sais, du masque à oxygène de l'avion là, qui est absolument génial. Je sais pas si tu veux en parler pour les personnes qui le connaissent pas, mais Ah oui, tu peux, je l'utilise beaucoup, mais oui, oui, j'aime beaucoup cette image. Ouais, d'abord, tu mets le masque sur le parent pour qu'il puisse s'occuper de l'enfant. Mais c'est super important ce que tu dis, la bienveillance. Effectivement, c'est pas la permissivité pour l'enfant. La bienveillance, c'est le respect. Mais moi, j'aime bien mettre bienveillance et fermeté parce que s'il n'y a pas la fermeté, ben, du coup, les parents se font bouffer. Et les enfants, ils n'ont pas de cadre et ils ont besoin d'un cadre en plus pour que ça reste sécurisant pour eux. Mais effectivement, si le parent s'oublie, on risque d'avoir une mauvaise cohésion familiale, ou en tout cas euh, les enfants prennent souvent leur exemple sur les parents. Donc, si Mais c'est ça. forcément Qu'est-ce le qu'on parent apprend à s'oublie, son enfant? Bah, c'est voilà, ça. on Qu'est-ce qu'on va apprend à son enfant avec un parent qui s'oublie tout le temps, tout le voilà. temps, tout le temps? Enfin, à un moment donné, moi, je vois hein, des gens autour de moi qui ont connu des parents, enfin, des mamans qui s'oubliaient complètement au profit de leurs enfants, de leur famille, qui sont des mères, mais juste incroyables, mais qui se sont complètement mises de côté. Et le truc, c'est que ces personnes-là, alors, bon, je vais le dire, hein, ces femmes-là, parce qu'en général, c'est plutôt, ça se transmet plutôt de mère en C'est fille. vrai. Ces femmes-là deviennent elles-mêmes à leur tour des mères sacrificielles qui s'oublient complètement au profit de leurs Mm. enfants. Et c'est pour ça qu'il faut mettre de la conscience dans ce qu'on a reçu dans son enfance. On parle beaucoup de trauma, mais ça peut être aussi une surattention qui va provoquer ensuite le besoin d'être à la hauteur de la mère qu'on a eue avant, la mère ou le père hein, qu'on a eu avant, en se disant si je fais moins que ça, je serai pas un aussi bon parent. Et ça aussi, ça met une pression folle sur les épaules des enfants. Alors, quand on parle de ça, on se dit waouh, mais attendez, du coup, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire là? J'ai l'impression que je fais tout mal. En vrai, juste Écoutez. aimez-vous. Mais aimez-vous mutuellement, c'est-à-dire aimez vos enfants, mais aimez-vous vous-même aussi. Mm. Et vraiment, si vous, des fois, il y a des manqués, et je suis la première à avoir des manqués dans mon éducation ou même envers moi-même, en fait, juste excusez-vous. En fait, c'est possible de s'excuser et de dire, oh là là, genre vraiment, mais de la même façon que je le fais avec mon chéri. Des fois, Mm. moi, je suis un petit peu sanguine. Des fois, je vais m'emballer sur un truc. Par contre, le truc dont je suis vraiment capable aujourd'hui, c'est aller le voir ensuite et lui dire, là, j'ai dépassé les bornes et je m'en excuse vraiment, Ouais. quoi. Et Et ça donne franchement, l'exemple de s'excuser justement pour les enfants. c'est ça. On est Donc, dans un cercle vertueux. mm. Ouais. Et alors, je voulais te demander, parce que tu as eu t'as fait ce choix d'aller faire une thérapie. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? À quel moment tu t'es Euh, dit, il faut que j'aille voir quelqu'un pour en parler? alors, le déclic pour moi, c'est que quand j'ai su que j'étais enceinte, donc bon, bah, c'était génial, j'étais sûre que c'était un petit garçon. Et je sais pas, je m'étais toujours vue comme maman d'un petit garçon. Et quand j'ai appris que c'était une petite fille,
moi, j'étais très contente et tout ça. D'abord, je me suis dit, oh, génial, je vais te charger d'une mission féministe. Ma fille, j'ai des valeurs à te transmettre et tout ça. Et ensuite, le second sentiment qui est venu et qui était permanent et qui, il me faisait pas souffrir parce que c'était une évidence pour moi, alors qu'en fait, il est vraiment terrible. Tu vas voir quand je vais le formuler. C'est que pour moi, du moment où j'ai su que c'était une fille, j'étais sûre que cet enfant ne m'aimerait jamais. C'était D'accord. une évidence pour moi que une relation mère-fille, c'était une relation conflictuelle, toxique et qui ne pouvait entraîner que une impossibilité de communiquer, de se comprendre et de s'aimer. Donc moi, je savais que j'aimerais cet enfant, mais Mhm. j'étais persuadée qu'elle ne m'aimerait pas. Et Mhm. j'en avais fait, c'était quelque chose que je formulais pas, c'était une évidence pour moi parce que à cette époque-là, je ne connaissais que ça comme relation Tu connaissais mère-fille. la relation que tu avais avec ta propre mère. Exactement, qui n'est Mhm. plus du tout la même aujourd'hui. Et je le tiens à préciser, mes parents ont tous les deux lu Vermicelle Ah, et je vais te m'ont poser la question justement après. bon, je dis On rien de en plus parce reviendra. qu'on voilà. Mais pour le coup, quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas normal de ressentir ça, donc j'ai entamé ma thérapie en me disant quand même, ce serait bien que je crée quelque chose d'autre avec ma fille que ce truc-là, comme l'obligation de perpétuer ce truc-là de mère en fille et tout ça. Et je me rappelle d'une séance sur laquelle on avait travaillé là-dessus, et c'était trop fou parce que je suis sortie de cette séance j'étais en transe de joie parce que je sais plus ce que mon psy m'avait dit, il m'avait juste dit un truc genre ta fille n'est pas toi, genre un truc tout bête, et toi tu n'es pas ta mère, et la relation que vous allez créer, elle est nouvelle, c'est un truc nouveau avec tout ce que tu es en train toi d'apprendre de toi-même, de ce que tu Mhm. veux, voilà. Et alors, j'étais ressortie, mais vraiment en transe, c'est-à-dire que j'avais appelé mon chéri et je lui disais, mais tu sais pas quoi? Mais en fait, Ellie, c'est le prénom de ma fille. Ellie, en fait, elle va m'aimer, mais elle va vachement m'aimer, en fait, c'est sûr et tout. Et mon mec était là, oui, mais c'est bien sûr, mais oui. Enfin, c'est oui, je le savais. Et moi, j'étais Normal, là, mais quoi. non, mais tu te rends pas compte, en fait, je ne suis pas ma mère et elle n'est pas moi. Enfin, c'était un truc, c'est blow La mind, je sais pas comment révélation, le dire. quoi. Ouais. Ouais. Et ça m'a, mais je sais qu'il y a eu un avant-après. Alors, je parle d'une séance, mais c'était le travail de plusieurs séances qui avait conduit à ce moment où ça avait été d'un seul coup. Tu sais, tu forces la porte, tu forces la porte, tu forces la porte, et là, elle s'ouvre et elle te dit, c'est bon, c'est réglé ce truc-là. Et vraiment, ce moment-là a été. Mais j'avais même pas d'émotion, tu sais, de larmes, de machin et tout. C'était que de la joie, mais de D'accord. l'exaltation. Vraiment, tu m'imagines dans la rue, genre limite, je sautillais pas en disant bonjour, bonjour, tu sais, comme Belle qui, dans La Belle et la Bête, qui dit bonjour à vos boulangers, à tous les passants et Tu te tout. sentais plus légère, en fait. Ah non, mais Tu sens la qu'il y a un vie, poids qui est parti, en fait. oui. J'avais l'impression qu'il y avait un champ des possibles Hmm. infini qui s'ouvrait à moi. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de reproduire. Il n'y a pas un seul schéma éducatif par Hmm. lequel tu vas être obligé de passer par des relations forcément conflictuelles, obligé de passer par le terrible tout, la crise d'adolescence où tout le monde te dit ah tu vas voir c'est horrible, ah tu vas voir ah bah ça te promet l'adolescence. Je me disais mais non, il y a un champ des possibles. Franchement, ça se trouve en plus nous le fameux terrible tout, on ne l'a pas connu. Enfin, en gros, il n'y a pas de règles. Genre, aujourd'hui, notre fille, elle est un peu plus dans un truc qu'on pourrait appeler le terrible fort, je sais pas. J'aime pas trop ces trucs-là, mais en tout cas, genre, il n'y a pas de règles où à ses 2 ans, ton enfant, il devient Oui. terrible. Des fois, c'est ce truc du non systématique et tout, il vient des fois avant, des fois après. Et j'aime pas quand on dit, on stigmatise un âge ou une Ouais. période. On Et met par des exemple, la étiquettes, période quoi. c'est ça, la période de l'adolescence où c'est presque un argument commun à tous et tout le monde est d'accord avec le fait qu'à l'adolescence, tous les adolescents sont chiants avec leurs parents. Mais punaise, mais laissons-leur la place un petit peu aussi de s'exprimer. Enfin, je veux dire, hormonalement, ils jouent Hmm. des choses tellement intenses. Est-ce qu'on peut leur laisser 2 minutes la place d'extérioriser leurs émotions? Nous qui sommes grands et matures, normalement, est-ce qu'on peut accepter que ça soit un moment un petit peu transitoire, un peu compliqué, enfin Hmm. charnière. Et certes, ça Et va être même le fait de le voir comme ça, le même de l'appréhender comme ça va finir, oh, en fait, tu finis par voir que ces côtés où il aura été chiant et tu vas dire, bon, bah voilà, l'adolescence, il a été chiant toute son adolescence, quoi. Alors que, en c'est fait, vrai, t'as tu vois, il y raison. a peut-être d'autres moments qui ont été vraiment, il y a eu de la confiance, il y a eu des amours, des moments d'amour, de plénitude. Tu vois, c'est Mais aussi c'est comment bien on ce que tu regarde les dis. choses, quoi. C'est vrai. Et tu sais quoi? Je me rends compte que
un peu sans conscientiser ce truc-là. Nous, on avait établi une règle avec Thibaut, donc mon chéri, dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne parlerait jamais en mal d'Ellie devant elle et, et que comment dire, on soulignerait plutôt ses qualités que ses défauts. Parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude, tu sais, tu étais avec des gens et à côté de leur enfant, ils disent non, mais de toute façon, il est insupportable, vraiment, j'en peux plus de lui. Et vraiment, je ne remets pas en question ces parents-là qui font comme ils peuvent et qui sont peut-être à bout de nerfs. Mais nous, c'était vraiment un truc qu'on s'était promis, c'est plutôt de valoriser les choses positives qu'elle faisait. Après, entre nous, des fois, genre, on la couche le soir, on dit putain, elle a été chiante. mais en vrai, ça, on le formulera jamais devant elle. Enfin, attention, on essaye, hein, au mieux, c'est toujours pareil, hein, pas de perfection, on est bien incapable. Mais du coup, tu vois, de valoriser les choses positives, ça fait comme une sorte de cercle vertueux qui fait que le positif amène le positif. Et de la même façon, à un moment donné où Élise, elle était beaucoup dans je sais pas, elle râlait beaucoup, tout le temps. Genre, tous les jours, elle râlait sur des trucs et tout. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas vraiment top ce qui se passe là. Donc, tous les soirs, on se pose et on récite 3 choses de notre journée qu'on a adorées et qui étaient vraiment trop bien. Et alors, bon, ça lui fait du bien à elle, mais ça nous fait du bien à nous aussi, parce que nous aussi, on dit des trucs trop cool qui se sont passés. Et en fait, finalement, à la fin de la semaine, ce qu'on a retenu, c'était plutôt les éléments positifs qu'on s'est cités, parce que tu sais, comme tu verbalises, ça s'imprime plus facilement. Oui. Et finalement, les moments un peu plus désagréables, de crise, de colère et tout ça, comme on les fiche pas en parlant, et ben du coup, ça imprime moins longtemps. Et tu vois, c'est bien parce que ce que tu disais, c'était ça, c'était ne pas forcément... aussi, si tu es sûr de t'attendre à ce que l'adolescence se passe mal, dès qu'il va se passer un truc de mal, tu vas te dire, ah bah oui, bah forcément, c'est l'adolescence. Alors qu'en fait, en anticipation, ouais. Mais c'est exactement ça, ouais. Et ça me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu avec mon fils parce que en fait il a 4 ans et donc il a fait sa première année l'année dernière en petite section et ça se passait très très mal parce que lui qui était super calme, il a tout de suite été violent, même à insulter les grands, à cracher des fois. Enfin, il y avait un réel mal-être. Et ça m'a beaucoup déroutée. Enfin, je ne savais pas quoi faire. Et on a d'ailleurs allé voir des pédopsies, enfin un pédopsie qui était nul, mais une autre qui était super. Mais voilà, ça a pris du temps. Il y a même, enfin, j'en ai fait une dépression d'ailleurs, mais il y avait aussi le confinement, il y avait aussi des problèmes professionnels et tout qui font que. Et ce qui nous a vraiment fait changer les choses, bah, c'est ce que tu dis, se concentrer sur le positif. Tous les jours, des fois, il n'y avait pas de positif, hein, mais des fois, on le cherchait, quoi. Il a dit bonjour à la maîtresse. Bah voilà, le positif. Il a dit bonjour à la maîtresse. Donc déjà, on appuie sur ça. Et petit à petit, bah, on a réussi déjà, nous, à voir les choses autrement, parce qu'au bout d'un moment, ça nous plombait, quoi. À chaque fois qu'on allait chercher notre fils à l'école, ah bah, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. En plus, il était juste à côté. Donc, c'était pas évident. Et voilà, donc ça a remis un peu toute la famille dans une bonne, vers un autre chemin, on va dire. Et aujourd'hui, vraiment, c'est mieux. Mais t'imagines, toi, ton choix, ça a été de te dire, OK, il y a quelque chose qui va pas et on va essayer d'aller chercher ce qui va pas pour qu'il aille mieux. Et tu l'as pas stigmatisé comme, ah bon, bah apparemment, notre fils est pénible. Voilà cette étiquette qui sera collée sur ton front à jamais. Alors qu'en soi, ça serait, tu vois, je vais repartir dans mon et si on changeait d'angle, c'est ma façon de voir les choses tout le temps. C'est toujours me dire, si ton mari, ton conjoint, ta pote, du jour au lendemain, elle se met à frapper les gens autour d'elle ou à les insulter tous les jours, bon, bah, tu vas trouver ça un petit peu pénible, mais tu vas te dire, mince, mais qu'est-ce qu'elle est en train de traverser actuellement? Bon, je prends l'exemple de la meilleure amie, c'est pour ça que je disais elle ou il, peu importe. C'est quoi le besoin derrière? Qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que tu veux qu'on parle et tout ça? Parce que là, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Et ça, c'est un truc que on prend pas forcément le temps de faire comme toi, tu as pris le temps de le faire avec ton fils, à aller chercher un peu plus loin. Genre, qu'est-ce qui se joue actuellement en lui?
pour que en gros, ils deviennent comme ça. Et tu connais, moi, mon fils, il n'est pas comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. On va il y a un Mais mal-être, parce que je le forcément. connaissais, mais à l'école, tout le monde, en tout cas les grands, les adultes, lui avaient mis l'étiquette de bah, c'est un enfant pénible, c'est peut-être un enfant qui tape tout le temps. Alors, on avait beau dire, bah non, les actions qu'il décrivait, qu'il faisait, on ne les reconnaissait pas. Mm. Donc, nous, on le connaissait, donc on savait, on n'allait pas lui mettre cette étiquette, mais c'est vrai que des autres qui ne le connaissent pas, qui le voyaient que comme ça, bah, l'étiquette, elle était mise, quoi. Et ça, c'est difficile après à Non, mais enlever. le poids des étiquettes, il est lourd, hein, tu Mm. vois. Genre, on parle de colère, mais ça peut être l'étiquette de la timidité, l'étiquette de la maladresse, Mm. l'étiquette. Tous ces trucs-là, tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'existais qu'à travers le regard des gens, parce que du coup, les gens m'avaient Oui, décrite comme telle, enfin, comme ceci, comme cela. Et c'est difficile après d'arracher ces étiquettes parce que, tu sais, et surtout quand tu es un enfant, presque, ça se fait très inconsciemment, mais ils veulent pas décevoir ce qu'on a mis sur eux comme image, même quand c'est une image négative. En gros, ils veulent coller à cette attente, entre guillemets. Enfin, c'est pas une attente, mais on s'attend à ce qu'ils réagissent comme ça parce qu'on a décidé que de toute façon, c'était un capricieux ou un truc comme ça. Et du coup, l'enfant ben, rentre dans le tunnel de cette étiquette-là. Et après, plus on l'ancre, parce que plus il y a de gens qui viennent et qui ont entendu, ah, lui, il est difficile, machin, déjà, de base, ils vont le regarder et regarder chacun de ses faits et gestes comme étant difficile. Et comme tu disais tout à l'heure, le premier geste qu'il va c'est faire qui va être difficile, biaisé. ils vont se dire, ah bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Alors que si on dit, il est sage comme une image, tout ça, s'il fait un moment un petit peu où il sort de ses gonds, on va dire, oh bah c'est étonnant, ça lui ressemble pas parce qu'il sera stigmatisé comme sage, comme une Mm, image et mm, tout mm. ça. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de comment faire qu'est-ce qu'on peut offrir à nos enfants pour pas tomber dans les erreurs, entre guillemets, qu'on peut voir dans les parents de vermicelle, ou ce genre de choses. En fait, la seule chose qu'on peut leur offrir, c'est une fenêtre de dialogue, en fait, pour communiquer sur bah, des choses qu'ils ressentent, mais des choses peut-être que nous, on leur fait ressentir. Et juste leur montrer que s'ils nous disent quelque chose qui nous... S'ils nous parlent de quelque chose qu'on a dit ou fait qui les a rendus tristes ou quoi, ne pas se braquer pour rester à leur écoute, ne pas en faire une affaire personnelle. Je crois que je suis sur les accords Toltec, là, ça doit être quelque chose comme ça, mais voilà, il y a un truc à juste en fait se rappeler que euh, juste leur ouvrir cette fenêtre de possibilité du dialogue, en fait. Ouais. D'ailleurs, il y a un livre pour apprendre les accords Toltec aux enfants et je trouve ça génial. Mais je pense qu'il faut attendre quand même qu'ils aient 6 ans, je pense, parce qu'il y a quand même des notions d'antonymes, de synonymes et tout ça qui peuvent être un... Et il est super le livre parce que tu as une petite histoire, tu as des petits exercices d'application, tu as une petite page pour le parent, pour bien Trop expliquer bien. les choses et vraiment super. Je crois que c'est Florence Millot qui l'a adapté et ça s'appelle Les accords Toltec pour les enfants. On veut la référence dans la légende de ce podcast. Euh, alors, je voulais revenir sur une petite question un peu plus personnelle. N'hésite pas à me dire si tu veux pas répondre. Est-ce que ton conjoint, lui, a fait aussi une thérapie ou est-ce qu'il en a eu besoin? Est-ce qu'il a des choses à dire? Et par là, ma question, c'est comment qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui pensent que leurs conjoints doivent aller faire une thérapie, mais qui n'arrivent pas à les convaincre? Parce que c'est quand même cette injonction que les thérapies, c'est pour les fous, elle est quand même trop présente. Et la déconstruire, dire que la santé mentale, c'est comme la santé physique, ça s'entretient, ça suffit pas des fois. Alors, est-ce que toi, tu as eu ce cas-là et qu'est-ce que tu dirais? Alors du coup non, mon conjoint n'en a pas fait du tout. Moi je partais un peu du postulat que oh là là, une thérapie c'est si bien, tout le monde devrait faire une thérapie. Et lui il m'a vraiment toujours dit non, je suis pas d'accord, vraiment que lui en tout cas ça ne lui serait pas utile et qu'il ne correspondrait pas à je sais pas si j'allais dire un profil de personnes en thérapie, mais pas du tout, il n'y a pas de profil. Mais en tout cas, pour lui, c'est vraiment pas du tout confortable d'aller chercher dans ses émotions, ce genre de choses. Il n'a pas besoin de ça, enfin, il n'en ressent pas du tout le besoin. Mhm. Après, il faut dire que mon chéri, il n'a pas vécu de choses
vraiment traumatisante au point d'en avoir eu un impact plus tard douloureux ou de souffrance et tout. Donc, je pense que c'est pas un très bon exemple. En tout cas, comme ça, de prime abord, c'est pas un profil qui nécessiterait une thérapie pour régler les choses. Mais en tout cas, il n'en a pas fait et je sais maintenant, parce que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai fait ma thérapie, je voulais que tous mes proches fassent une thérapie parce que je me disais, ça m'a tellement, tellement, tellement aidé. Je voudrais que tous mes proches aillent si bien. Je voudrais tellement qu'ils le fassent et genre, il fallait que je me calme. Il y avait des moments, je voulais prendre, mais voilà, une folle, hein, je voulais prendre moi-même rendez-vous pour des personnes en leur disant c'est un cadeau que je te fais et tout, mais alors que c'est le truc le plus malsain du monde. Ne faites pas ça chez vous, ne prenez pas de rendez-vous pour les autres. Non, je me suis bien raisonnée parce que j'ai pu échanger avec des amis qui vraiment ont besoin d'une thérapie, le savent, mais ont besoin de temps pour aller à la rencontre déjà d'un thérapeute, mais aller à Ça la vient rencontre de d'eux, leur... quoi. C'est ça, que ça vienne d'eux, parce que clairement, moi, je l'ai fait. Je pense que j'étais bien armée dans le sens où j'étais très bien entourée. J'étais dans une super relation. Je commençais à pouvoir un petit peu. Je me sentais capable de m'ouvrir auprès de ma famille pour leur exprimer un petit peu ce que je ressentais. Bon, tout doux hein, au début. Hein. Et j'ai pu le faire vraiment dans des super bonnes conditions. C'est-à-dire que quand je sortais d'une thérapie qui m'avait brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, ensuite, je retournais dans le confort de ma vie qui se passait bien. Et je peux comprendre que parfois, quand ça va vraiment pas dans sa vie, aller brasser en plus des émotions ou revenir sur des trucs qui allaient pas du tout, puis revenir dans son quotidien qui est super, super compliqué, ça peut être un timing un petit peu difficile. C'est une Donc, fatigue émotionnelle. Ouais. c'est ça. Donc après, je pense que on peut planter la graine d'un besoin de thérapie dans la tête de quelqu'un en lui disant par exemple le bienfait qu'on nous on y a trouvé ou lui exprimer comme il existe plein de thérapies différentes, de thérapeutes différents, que chacun peut y trouver voilà son propre confort en fait dans l'intimité et les secrets à partager et tout ça. Et, euh, et après, leur laisser le temps, en fait, parce que moi, je me rends compte, par exemple, que j'ai planté des graines dans la tête de ma famille concernant l'éducation, c'est-à-dire que je n'aurais pas dit maintenant, tout le monde va faire comme ça. J'aurais juste dit, nous, on fait comme ça, vous verrez bien. Et puis après, ils ont pu voir comment ça pouvait interférer dans la vie d'Ellie, comment ça pouvait agir en bien, en tout cas, sur sa construction et tout ça. Ils ont vu les bons côtés. C'est ça. Et du coup, ça a planté une graine qui fait qu'aujourd'hui, ils appliquent des choses que nous, on appliquait sans leur demander de le faire à tout prix. Et on se voit, on a le bonheur de découvrir que eux-mêmes appliquent ça aujourd'hui et que c'est pas aller en conflit en leur disant. Et donc, je pense que pour la thérapie, c'est pareil. Moi, je sais que j'ai des gens qui m'ont dit, ça t'a fait tellement de bien et ça se voit et tout que c'est bon, j'ai pris rendez-vous, ça m'a motivée. Mais il leur a fallu des années hein, pour certains pour faire ça. Et moi-même, j'ai fait une thérapie parce que j'ai vu sur une personne que j'aime du plus profond de mon cœur que ça avait eu un impact tellement positif. Mais pareil, je me sentais pas. Et c'est des années plus tard que j'ai dit, allez, c'est bon, je me lance à mon tour, quoi. Ouais. Oui, je comprends. Et justement, venons-en à tes parents qui disaient qu'ils ont lu Vermicelle. Alors, comment est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que ça a fait en eux? Alors, ça a été compliqué, forcément. Après, comme justement, on parle beaucoup de cette thérapie, mais je pense que c'est un peu c'est un peu la base de toute cette réflexion, de cette introspection, de cette BD, donc c'est normal. Mais je les avais déjà impliqués dans cette thérapie parce que moi, j'étais à la recherche de réponses, de choses que je n'avais pas compris, pas conscientisées ou qu'on m'avait cachées. Donc, j'étais déjà beaucoup en demande. Donc, eux, ils savaient que j'étais dans cette réflexion sur mon enfance, sur mon adolescence, sur ce que j'avais reçu et tout ça. Et puis, ils suivaient mon travail sur les réseaux, qui remettait quand même beaucoup en question l'éducation que j'avais reçue. Oui. Ça a été un petit peu difficile pour eux, mais... Déjà, ça a été difficile quand tu avais sorti Et si on changeait d'angle, il me semble. Tu l'avais raconté dans le podcast de Élise, je crois. Oui, ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué. Tu leur avais offert, ou je ne sais plus, ils l'ont lu. Et ils sont beaucoup... En fait, tu remettais tout en question, quoi.
C'est ça. Et en fait, à ce moment-là, eux, ils voyaient que le côté, si elle remet en question cette éducation-là, c'est qu'elle remet en question ce qu'on lui a offert, c'est-à-dire qu'on était des mauvais parents, tout ça. Alors que à ce moment-là, pour essayer de changer d'angle, j'étais plus dans une réflexion sur ma parentalité à moi et pas à remettre en cause la leur. Je me disais juste, voilà ce que j'ai envie d'apporter, voilà quelle relation je veux créer avec ma fille. Mais j'étais pas encore dans la réflexion de l'éducation que j'avais reçue. C'est arrivé en parallèle, en fait, la prise de conscience. Mais en tout cas, pendant le travail sur moi-même, j'ai pu leur exprimer à des moments des choses que je ressentais. Et j'ai la chance d'avoir, du coup, une très bonne relation quand même avec mes parents qui m'ont quand même laissé la porte ouverte pour leur exprimer ce que je ressentais. Moi, j'ai une super, super, super relation avec mon papa qui est quelqu'un qui a un recul sur lui-même qui est genre juste incroyable. Tant et si bien que quand il a lu la bande dessinée, il m'a dit que j'aurais pu y aller encore plus fort avec les parents de Vermicelle. Et que limite que j'avais été trop délicate et tout ça. Et donc, lui, il m'a vraiment permis de lui dire un petit peu les reproches que j'avais, quel impact ça avait eu plus tard. Et il a accueilli tout ça à bras ouverts en me disant, je comprends et de toute façon, personne jamais n'aura à remettre en question ton ressenti et comment tu as vécu tout ça. Donc, ça a été vraiment incroyable parce que moi, au début, j'avais parlé de la BD à mes parents en leur disant que, en gros, quand même, s'ils ne voulaient pas que je la fasse, jamais je leur ferais ça, quoi. Donc, j'avais besoin qu'ils me valident le fait que c'était OK pour eux. Pour pouvoir vraiment me lancer. Enfin, en tout cas, je ne serais pas allée au bout du projet en leur disant un jour, tadam, voilà, elle est sortie, elle est partout disponible. Donc, et tu vas la découvrir seulement maintenant. Ce n'était pas possible pour moi. Et ça a été beaucoup plus difficile pour ma maman. Mais après, quand même, elle et mes grands-parents et tout ça, ils ont pu vraiment voir en double lecture l'amour profond qu'il y avait dans cette fable familiale, parce qu'en fait, clairement, on parle un petit peu d'une famille très lambda. En fait, c'est une famille très classique où il y a quand même beaucoup d'amour. C'est de l'amour qui est maladroit ou qui est pas, voilà, il y a des absences, des tabous, plein de choses, mais pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et clairement, on peut la lire en deux fois. On peut la lire une fois en étant très en colère pour tout ce qui arrive à Vermicelle, mais en deuxième lecture, on se rend compte qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour tout le monde et que chacun fait vraiment du mieux qu'il peut. Donc ça a permis du coup de calmer un petit peu les, les, les douleurs qu'elle avait pu susciter. Mais après, je pense qu'elle suscite aussi des douleurs dans le sens où il y a beaucoup de sujets qu'on n'avait vraiment jamais abordés. Moi, je suis dans une famille qui est très là, tout va bien. Si on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existait pas. Et moi, Ouais. je suis pas du tout comme ça. On le Moi, je sent suis un un peu petit peu frontale. dans le vermicelle. On Ah le bah sent un oui, petit mais peu. clairement. Moi, je suis vraiment frontale, c'est-à-dire que si un truc qui va pas, il faut que j'en parle tout de suite. Je ne sais pas du tout. Je l'ai trop fait et ça me foutait des plaques d'eczéma et tout ça. Et du coup, je me suis promis à moi-même que maintenant, je laissais pas gangréner un truc qui me faisait du mal. J'en parlais immédiatement pour régler le problème ou en tout cas pour l'exprimer. Et donc, forcément, ça a fait ressortir des petites ronces du passé qu'on pensait qu'on avait un petit peu enterrées. Donc fatalement, ça. Mm. Mais voilà, après, j'ai pas une famille qui est venue me dire oh là là, désolé, on ne s'était pas rendu compte, nanana. Par contre, à leur façon, ils m'expriment les choses. Il y a mon grand-père qui m'envoie des textos pour me dire qu'il est extrêmement fier de moi, et qu'il veut tout suivre sur la promo du livre et tout ça. Donc, je sais que c'est sa façon à lui de m'exprimer des choses qu'il peut pas me dire vraiment, quoi. Ouais. Ah ouais, faut aussi prendre en compte comment eux, ils ont vécu pendant toute leur vie et les petites choses comme ça montre en fait derrière peut-être beaucoup de fierté, beaucoup de joie et de plaisir. Mais en tout cas, tu as peut-être beaucoup bousculé tes parents. Comme tu disais, ils sont peut-être du genre à montrer que tout va bien et toi, du coup, tu révèles un peu tout. Enfin, même si c'est pas de ta vie, mais tu révèles quand même pas mal de petits secrets. Donc, à un moment, est-ce que ça a été ça a été au clash avec ta maman notamment, ou ça va, elle a plutôt, t'as réussi à gérer les choses ou comment ça s'est passé? Du coup,
après la naissance de ma fille, justement, comme j'étais vraiment dans ce truc un petit peu de me rendre compte de ce que c'était qu'une relation mère-fille et tout ça, ça a été très, très, très compliqué. Surtout que moi, j'ai découvert des choses qu'on m'avait cachées et tout ça qui m'ont fait quand même pas mal souffrir. Et à ce moment-là, ma maman, elle n'est pas du tout, du tout, du tout bien. Et en fait, on était un petit peu chacune dans notre mal-être et on n'arrivait plus à se rejoindre ou à s'écouter, à se comprendre. Et tu vois, quand je te disais, il n'y a jamais de règlement de compte quand je fais un bouquin, c'est que les choses vont nettement mieux. C'est que moi, ce livre-là, je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup d'amour pour chacun de mes parents et que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour pas partir dans un truc vraiment où ah ouais, elle m'a dit ça, et elle m'avait fait ça et je me rappelle que c'était vraiment abusé et tout ça. J'ai bien compris ce qu'elle est pas, mais c'est vrai que on est parti au conflit. Il y a eu des moments. Après, ma maman, les conflits, c'est compliqué parce qu'elle est tout le temps dans beaucoup d'émotions. Donc, c'est compliqué parce qu'on veut exprimer un truc et puis tout de suite, ça part dans des grandes émotions. Donc, en fait, on n'a pas la place pour. Et puis voilà, les choses, elles se règlent pas dans des grands dialogues à cœur ouvert. Mais par contre, c'est des petits gestes, comme je te disais, le fait de s'adapter à notre mode d'éducation, alors qu'on sait elle était très réfractaire au début, bah voilà, ça c'est une preuve de sa confiance et de son amour. Et il y a plein de choses voilà, qui se font de cette façon-là. Et puis, bah, faut accepter qu'on est tous différents et que moi, ma façon d'exprimer les choses, ce sera jamais la façon que elle utilisera pour exprimer sa façon de ressentir les choses. Donc voilà, après moi j'ai 32 ans, hein, j'ai suffisamment de recul sur tout ce que j'ai vécu et tout ça pour pas que ça soit un truc trop manichéen où il y a les vilains parents et la pauvre petite fille. Oui. C'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, je suis contente d'en être à un moment de ma vie où je sais que je peux affirmer vraiment et très sincèrement que j'aime profondément mes parents et quand bien même, à des moments, ben, j'en aurais bien changé tellement vraiment je trouvais qu'il chiait un peu. Mais voilà, et avec toute la. Aussi, c'est bien parce que je me dis, ben, si j'arrive à éprouver de l'amour avec toutes les maladresses qu'il y a eu, je me dis peut-être que mes enfants, ils trouveront plein de circonstances atténuantes aussi aux erreurs que je vais peut-être commettre plus tard. C'est bien ça, ça donne l'espoir. La petite sœur de Vermicelle, est-ce que c'est quelque chose qui est réel pour ça? Est-ce que ça fait référence à ta petite sœur si tu en as une ou J'ai c'est un petit complètement... frère. T'as un petit frère? J'ai un D'accord. petit frère. J'avais besoin, moi, dans cette histoire, de prendre du recul avec les personnes, les personnages que je créais, qui étaient proches des personnages de ma famille, en leur créant des traits, mais qui ne ressemblent pas à ceux à quoi ils ressemblent dans la vie, changeant les prénoms, et changeant notamment le sexe donc la petite sœur dans l'histoire. Hein. Me concernant, c'est un petit frère que j'ai. Et oui, effectivement, il y a... C'est un peu l'histoire pas terminée de Vermicelle, c'est cette relation qui n'arrive pas à naître et dont on ne trouve pas la clé en fait. Et on ne sait pas à quel point l'influence de la famille, de l'éducation, du handicap interfère dans cette relation ou si c'est autre chose. Voilà, c'est un petit peu le truc non abouti de la bande dessinée, même si dans l'épilogue, on voit qu'il y a cette tentative, hein, genre, Bien sûr, ouais, et ça laisse de l'espoir en tout cas. c'est ça. Mais ça nécessiterait d'autres ouvrages de parler un petit peu des relations frères-sœurs, sœurs-sœurs, tout ça. C'est un sujet qui me fascine autant qu'il m'émeut. Euh, donc, je me rends compte que vraiment, ce lien fraternel, il est très, très, très complexe et que quand bien même j'arrive à comprendre plein de choses sur la parentalité, le lien parent-enfant, l'impact de ce qu'on peut dire dans l'enfance, comment ça rejaillit plus tard, il y a encore des gros mystères dans ma vie qui sont ces relations fraternelles et je regarde avec grande émotion les relations de mes amis avec leurs frères et sœurs alors moi, je chiale tout ce que je peux devant la Reine des Neiges parce que cette relation de deux sœurs, moi, ça me bouleverse. Vraiment, en fait, dès qu'il y a des films ou des séries ou des trucs comme ça qui parlent de relations entre frères et sœurs, mais alors moi, ça me met dans un état pas possible parce que c'est quelque chose qui est très
abstraits pour moi. Et donc voilà, et c'était important de changer le sexe du personnage parce que justement, comme c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'arrive pas encore vraiment à saisir, il fallait que je m'éloigne encore plus de la réalité en créant voilà, cette petite sœur qui s'appelle Dina qui est un peu le personnage qui permet euh, comment dire, de faire descendre aussi un petit peu Vermicelle du piédestal sur lequel on peut la mettre, un peu le personnage, oh là là, pauvre Vermicelle, mais en fait, Vermicelle, genre, elle est pas hyper cool avec sa sœur non plus, donc du coup, ça permet aussi de réajuster pour mettre un peu de justesse dans ce personnage, qui n'est pas que un personnage victime, qui est aussi un personnage qui du coup n'est pas, enfin qui essaye avec sa sœur, mais bon, et pas non plus d'une grande patience ou d'une grande compréhension face aux difficultés de sa sœur. Et puis à ce moment-là, il y a ce moment au collège auquel je tiens là de cette page où elle va prendre la défense de sa sœur. Donc clairement, c'est quelque chose, ça provoque quelque chose de très difficile chez Vermicelle qu'on se moque de sa sœur sur son handicap. Mais il y a ce truc un petit peu de se faire mousser devant les potes. Et puis la petite sœur qui dit c'est bon, ma grande sœur sauveuse, machin. En gros, on n'a aucun lien à la maison, mais par contre, devant les autres, elle fait genre, elle prend ma défense et compagnie. Donc, ouais, un peu de justesse sur le personnage de Vermicelle aussi. Ouais, j'ai trouvé ça très, très juste aussi. Puis dans le quart, après, c'était très émouvant la façon dont elles étaient complètement inconnues à s'asseoir au loin. Et puis dans son rêve, en fait, elles sont assez proches, quoi. En fait, Ouais, on sent bien qu'elle veut quelque chose, qu'elle veut une relation plus forte, plus proche, mais que elle n'arrive pas à avoir assez de patience ou à comprendre son handicap ou je sais pas, mais en tout cas, ouais, on sent que la volonté est là, en tout cas. Oui. Justement, je voulais faire un petit pont vers le futur. Est-ce que tu as un projet déjà en tête pour une prochaine BD? Est-ce que tu as des idées J'ai En tellement plus, d'idées. tu as donné un petit frère à Ellie, donc est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ce sera le thème ou est-ce que ce sera autre chose? Comment tu vois l'avenir? C'est intéressant. Alors, je sais que le fait de savoir que j'attendais un petit garçon, ça m'a donné envie, tu vois, de me pencher un peu plus sur l'éducation non genrée et tout ça, parce que pour l'instant, moi, j'étais mère d'une enfant, enfin d'un enfant. Genre, je voyais pas Ellie comme une petite fille et j'avais pas l'impression de l'élever comme une petite fille. Et ensuite, quand j'ai su que j'attendais un petit garçon, je me suis dit, ah tiens, en fait, la question se pose parce qu'en fait, je ne sais pas en fait quelles seront les différences entre ma façon d'élever Ellie et ma façon d'élever Tao. Est-ce que du coup, il y aura quelque chose qui va jouer sur leur sexe et qui va vraiment découler de quelque chose que j'aurais pas encore totalement déconstruit? Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels j'ai envie de me pencher plus tard. Mais là, j'ai un livre qui sortira en avril, dont je ne peux pas encore parler, mais qui ne va pas du tout surprendre qui que ce soit parce qu'on est encore bien dans les thématiques que j'aborde sur l'éducation et tout ça. Et ensuite, j'aimerais m'atteler à une toute autre thématique. Donc, c'est quelque chose que j'ai complètement rédigé et écrit et qui, en gros, est figé dans un document de mon téléphone. Ah oui, je sais. Ah, vas-y, dis-moi. C'est ta grossesse, non? Tu voulais Alors, parler de ta grossesse. et ben, en fait, quand j'ai accouché de Tao, ça a été un moment incroyable dans ma vie qui m'a réconciliée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie, mon rapport à mon corps et tout ça. Et au début, je me suis dit, je vais le raconter parce que c'est hyper bien de parler d'un accouchement hyper positif, avec quelque chose qui était beau, qui était fort, et qui me redonnait une forme de pleine puissance, de confiance en moi et tout ça. Et puis, en fait, quand j'ai voulu parler de ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à remonter vachement plus loin dans ma vie en me disant, si ce que j'ai ressenti pendant mon accouchement, il peut être compris que si je remonte plus loin. Et en fait, en remontant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle de quelque chose dont, à mon sens, on ne parle pas beaucoup en ce moment, c'est le vaginisme. C'est quelque chose dont j'ai souffert, voilà, et dont je souffre encore un petit peu. Et en fait... Est-ce que tu peux définir vite fait pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors, le vaginisme, oh là là, mon Dieu, je vais l'expliquer avec mes mots parce que ben, voilà, je ne sais pas exactement. En fait, c'est une contraction quasi permanente en fait, des muscles de... Attends, je vais pas dire de conneries, de l'utérus ou du vagin. Voilà, tu vois. J'en suis à peu près là sur mes cours de SVT, D'accord. quoi. En fait, en gros, c'est une contraction permanente qui fait que toute pénétration est compliquée. Mais pénétration, c'est le spéculum du gynéco, le tampon pour les règles et puis évidemment les relations sexuelles. Mais après, ça peut, quand ça découle d'un problème psychologique, ça peut influer sur d'autres choses, c'est-à-dire même un simple contact physique avec un premier amoureux, le premier baiser, le machin, un truc comme ça. Euh, c'est quelque chose qui a rythmé un petit peu toutes mes interactions amoureuses. Et en fait, la naissance de Tao, ça a été vraiment le point de mire du règlement, entre guillemets, de ce problème physiologique. Ça a été de me rendre compte de la capacité de mon corps et de la confiance que je pouvais avoir en lui. Et, euh, et tout ça, en fait, si ça, j'ai pu en arriver ici, jusqu'à là, c'est vraiment que grâce à la prise de conscience de ce problème-là, dont j'avais pas du tout conscience avant ma première grossesse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on rencontre du coup des gynécologues qui forcent en se disant mais c'est bon, il n'y a pas de problème, machin, tout ça. Ouais. Des petits copains qui, du coup, en fait, disent bon, à un moment donné, il va falloir prendre sur toi parce qu'en fait, presque tu me le dois et presque le devoir, tu sais, conjugal et tout ça. Et puis, voilà, en passant, comme je te disais, juste l'application d'un tampon qui est extrêmement compliqué. Et du coup, ce truc quand tu es ado et que tu te sens complètement bizarre avec tes copines qui commencent à émettre qui commencent à témoigner de leurs premiers émois et tes premiers témoignages de relations et que toi, tu te dis, mais oh mon Dieu, enfin, moi, ça provoquait des trucs, c'était genre, j'en vomissais, enfin, c'était vraiment Ah mais oui, d'accord. horrible. Ouais, il y avait vraiment un truc terrible et je ne savais pas d'où ça venait, je ne comprenais pas. Et il a fallu que j'attende, du coup, de tomber enceinte, donc il y a 5 ans, pour que une sexologue mette le doigt dessus. Parce que du coup, mon chéri actuel s'est dit, en fait, clairement, il y a un souci. On va pas, genre, tu vas pas juste vivre avec ça en te disant, bon, bah, tant pis, parce que je le prenais un peu comme ça, en me disant, Ouais. je suis un peu bizarre. Genre, je m'excusais toujours au début des relations. Genre, par contre, je te préviens, je suis un petit peu bizarre, tout ça. Et lui, Ouais. c'était celui qui m'a dit, alors stop, t'es pas bizarre. Il y a un problème, on va chercher ce que c'est. Et il m'a emmené voir une sexologue. Et en fait, elle a dit, alors ça s'appelle comme ça. Et voilà, d'où découlent tous vos problèmes depuis le début. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être un truc qu'il fallait aborder parce que, pareil, comme je te disais, j'attends toujours de mettre un point final un petit peu aux choses de ma vie pour pouvoir en parler avec du recul. Et là, j'en suis là et j'ai tout écrit. Donc, je pense avec certitude que j'en ferai quelque chose si mes éditeurs actuels ou d'autres éditeurs s'intéressent à ce projet. C'est quelque chose que je vais porter jusqu'au bout ou que je posterai sur mes réseaux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui verra le jour avec certitude. D'accord. Bon, en tout cas, ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de voir ça parce que je connaissais pas du tout ce problème-là. Et ça me rappelle un peu l'endométriose aussi, tu vois, les femmes à qui on dit, même les adolescentes, hein, bah non, c'est bon, c'est des règles, quoi, ça fait mal, mais bon, bon, c'est bon, on peut continuer à vivre. Bah non, en fait, Complètement. ça dépend. Bon, super. En tout cas, par rapport à tes enfants, à Ellie et Tao, donc tu disais que tu vas te poser des questions, notamment sur les questions de genre et tout ça. Mais qu'est-ce que ça change pour toi vis-à-vis de tes enfants, le fait que tu aies fait toute cette thérapie? Donc, tu as déjà dit ce que ça changeait pour toi, mais Mhm. pour tes enfants, qu'est-ce que tu penses ça peut leur apporter? Si tu arrivais à te projeter d'une Fanny qui n'aurait pas fait cette thérapie, une Fanny qui a fait la thérapie, comment tu verrais les choses? Quel impact? Ah oui, ben pour moi, il est assez radical, hein. C'est que du coup, je suis plus la même personne. Alors, je suis la même personne dehors parce que j'étais très adaptable, hein, pour le monde, c'est-à-dire genre ne pas trop montrer et tout ça. Par contre, la Fanny du dedans, qui était du coup qui était très taciturne et pas très bien, c'est
la mère qu'ils auraient vue en fait au quotidien. Et du coup, c'est pas du tout ça que je voulais leur montrer. J'étais vraiment trop j'étais dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'il y avait des jours où ça allait bien et ça allait extrêmement bien, et les jours où ça n'allait pas, ça allait extrêmement pas, au point où j'étais incapable de me lever de mon lit et tout ça. Donc, je ne saurais pas mettre de mots en particulier sur ce que je traversais, mais je pense qu'il y avait des petits états dépressifs. Et du coup, ça, c'était quelque chose qui était vraiment compliqué pour moi. L'idée de pouvoir donner cette image-là à mes enfants. Et ça, c'est un truc que je n'ai plus du tout, que je ne traverse plus du tout. Voilà, c'est hyper important pour moi d'avoir fait ce travail pour ne pas... euh, pour ne pas, ouais, après, non, c'est compliqué de dire ça parce que je veux pas dire que si on montre ça à nos enfants, ça fait de nous des mauvais exemples et tout ça, mais en tout cas, j'avais envie d'avoir toute la disponibilité pour accueillir déjà toute la difficulté que c'est de devenir mère, sans en plus devoir gérer mes propres démons et ces jours-là où j'étais incapable de me lever de mon lit parce que je pouvais pas supporter de me regarder dans le miroir, enfin, on en était là, hein, ou parce que j'avais l'impression que de toute façon, je n'irai jamais bien, parce que j'avais l'impression d'avoir complètement raté, je sais pas, ma relation avec mon frère, que j'avais pas réussi, je sais pas, à sauver ma grand-mère. Enfin, c'est des trucs qu'on aborde aussi dans Vermicelle. Et ça, c'était des choses qui étaient vraiment très, très compliquées pour moi. Et je sais pas si j'aurais réussi à surpasser ça pour me lever et faire bonne figure devant mes enfants. Et de toute façon, j'aurais pas voulu leur donner l'exemple d'une mère qui fait bonne figure parce que je pense que les enfants, ils sont loin d'être bêtes et qu'ils voient quand on triche et qu'ils voient quand c'est pas sincère, quand on va vraiment pas bien. Donc voilà, je reviens toujours à ça, c'est avoir pris soin de moi pour pouvoir prendre soin de mes enfants, parce que maintenant, c'est tous les jours que je me lève de mon lit et que bah oui, il y a des jours où ça va moins bien, mais en tout cas, je traverse plus de phases où j'allais pas bien à ce point-là, quoi. Donc voilà, en plus, bon, c'était moralement, mais après, ça jouait aussi sur mon physique, c'est-à-dire que moi, j'étais recouverte de plaques d'eczéma, donc ça joue aussi sur ma confiance en moi, du coup enfin, moi j'annulais des sorties à cause de ce genre de choses parce que j'étais défigurée, enfin voilà, en gros c'était ça, c'est marrant, tu vois, je parle de trucs dans ton podcast, j'ai jamais parlé de ça, donc non, mais ça moi j'ai aucun problème à parler de quoi que ce soit, mais je trouve que c'est toujours intéressant en plus d'entendre des témoignages de personnes. Des fois sur les réseaux, je sais que je peux laisser l'image d'une personne et tout, et je me dis bah c'est intéressant que les gens ils sachent que bah en fait avant ça, derrière, il y avait quand même une petite nénette qui, certains matins, ne pouvait pas se lever de son lit, quoi. Donc, et je pense voilà. que beaucoup se reconnaîtraient dans la Fanny d'avant. Et c'est bien parce que tu donnes beaucoup d'espoir justement au changement et à si on veut changer, être une autre personne, enfin, ou en tout cas révéler la personne que l'on est vraiment, on peut le faire. Donc, Complètement. Vraiment top. Et je pose une question à tous mes invités. Je sais, qui est quel a été ton défi facile? Je ne sais pas si tu as déjà entendu, alors je vais t'expliquer vite fait. Oui, Donc moi, d'habitude, j'interviewe des parents qui ont eu un gros défi d'éducation, de parentalité. Donc ça peut être à la fois les nuits de leurs enfants, ça peut être une dépression postpartum, ça peut être le tunnel du soir, vraiment tout ce qui touche à la parentalité. Et j'aime bien finir mes épisodes avec une touche positive parce que quand on a des difficultés, mais on a aussi des facilités et c'est bien aussi de s'en rappeler. Donc, il y en a peut-être que leurs enfants, leurs bébés ont fait leur nuit à un mois, à une semaine, à un jour, tant mieux. Enfin voilà, je trouve qu'il y a toujours des facilités sur lesquelles il est important de revenir et de s'en satisfaire encore aujourd'hui, demain, dans quelques années. Donc toi, dans ta parentalité, qu'est-ce qui a été ton défi facile? Quelque chose que peut-être tu redoutais, mais qui au final s'est passé très bien? Alors, je ne sais pas du tout si ça colle vraiment aux exemples que tu m'as cités, mais en fait, tout de suite, quand tu m'as posé la question, il y a un truc qui m'est venu, c'est que, parce que du coup, il y a la notion de défi, où effectivement, je ne savais pas si c'est quelque chose que j'arriverais à appliquer, et en même temps, ça m'est apparu comme étant extrêmement facile et extrêmement doux, enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était cette capacité à m'excuser auprès de ma fille. Ça a été vraiment un truc, j'ai un exemple que
je donne souvent, c'est une fois où j'étais vraiment à bout, j'arrivais pas à travailler, et puis ma fille faisait que se lever, elle a toujours besoin d'un truc et tout, puis à un moment donné, ça m'a saoulée, et je lui ai crié dessus en disant mais là, j'ai besoin de travailler, ça me saoule, nanana. Et en fait, elle avait envie d'aller faire pipi, donc elle avait vraiment une bonne excuse pour se lever. Ouais. Et du coup, je l'ai emmenée aux toilettes, et pendant qu'elle était aux toilettes, alors en plus, elle était trop chou parce qu'elle me regardait en souriant alors que je venais de lui crier dessus d'une façon hyper injuste. Et du coup, à ce moment-là, je l'ai regardée et je lui ai dit non, mais je suis super désolée en fait. Enfin, j'aurais pas dû te crier dessus, c'était complètement stupide. Et ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, c'est tellement facile de s'excuser auprès de ses enfants. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en plus, elle arrivait à appliquer les excuses aussi beaucoup plus facilement. Et voilà, mon défi facile, ça a été de me rendre compte que ce que je pouvais donner à ma fille en termes de recul sur moi, genre, pardon, j'aurais pas dû dire ça comme ça, ou j'aurais pas dû faire ça, elle me le rendait aussi. Et voilà, ça a été très, très positif. Et c'est un truc qu'on applique tout le temps maintenant. Bon, évidemment, il n'y a pas de... Je m'excuse pas après avoir donné une baffe, par exemple. Ne donnez pas de baffe à vos enfants, on n'a pas le droit de faire ça. Mais voilà, genre quand on crie, quand on manque de patience, après des fois on peut se sonder, se dire c'était pas, oui c'est ça, c'était pas juste. Et du coup je peux m'excuser et ça c'est cool parce qu'en fait on apprend à l'enfant qu'on n'est pas infaillible quoi. Et qu'on a le droit de s'emporter. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Mais ouais, et du coup, moi, je voulais te dire merci, mais un grand merci. Tu vois, j'étais très contente de faire cet épisode, mais tu sais jamais exactement ce que tu vas aborder parce que moi, c'est dans le fil de mes... Oui. Je m'emballe et après... Et du coup, je suis hyper contente parce que des fois, je termine des podcasts et je me dis « Oh non, je vais détester me réécouter, ça va être horrible, j'ai dit tellement de trucs. » Et là, je suis super contente parce que... comme je te disais, j'ai abordé des trucs que j'avais jamais abordés et du coup je suis contente que tu m'aies laissé la parole sur ce genre de thématique où j'ai pas trop l'opportunité en fait d'aller sur ce terrain-là, donc vraiment c'est une chance pour moi aussi, donc merci beaucoup. De rien. Un grand merci Fanny pour ta participation et la confiance que tu m'accordes. J'ai adoré découvrir la femme et la maman que tu es et j'ai vraiment hâte de découvrir tes prochaines créations qui, je suis sûre, seront tout autant poétiques et d'une justesse pertinente. J'ai lancé un concours sur Instagram pour remporter la BD On l'appelait Vermicelle. Alors venez tenter votre chance sur mon compte. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous, auditeurices, pour votre fidélité. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez m'aider avec un soutien sur les réseaux sociaux ou en me donnant un commentaire et une note 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. À très vite!